Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. La Tunisie est le seul pays qui a connu véritablement le printemps des peuples et qui a pu poursuivre sa route vers une vraie démocratisation sans que cela ne tourne à la tragédie, comme c'est le cas en Libye, en Égypte, en Syrie. Mais ce ne fut pas facile et les menaces sont toujours présentes. Quelles sont les raisons profondes qui ont fait que la Tunisie ait échappé aux menées de la réaction et de la contre-révolution? Comment ce petit pays enclavé entre deux riches voisins, de voisins relativement puissants, a-t-il pu survivre malgré l'absence relative de ressources naturelles? Comment a-t-il pu retrouver un tant soit peu une stabilité sans laquelle sa principale ressource, puisque le tourisme est sa principale ressource, ne pourrait rien faire? Comment les virages sont-ils négociés dans un pays où des courants aussi opposés que les laïcs et les islamistes parviennent, malgré tout, à cohabiter sans trop de dégâts? Mais des questions subsistent et les horizons ne sont pas aussi clairs que nous l'affirment les optimistes têtus. Chez le voisin du Sud, en Libye, la situation est particulièrement agitée, pour rester modérée. La seule loi qui règne vraiment dans ce pays est celle des groupes armés et la seule cohésion, celle d'un tribalisme d'un autre âge. De nombreux Libyens ont fui leur pays et se sont réfugiés en Tunisie, justement. Ce qui n'est pas sans problème de toutes sortes. Le voisin de l'Ouest, l'Algérie, perçoit la démocratisation tunisienne comme une menace pour sa propre survie, un exemple fâcheux. Et tout cela a été entrepris, ou plutôt tout a été entrepris, si ce n'est pour miner toutes les initiatives démocratiques tunisiennes, du moins pour les contrôler, pour neutraliser quiconque et quelque force qui soit qui dérange les visées du régime algérien. Spécialisé dans les opérations de subversion et dans le terrorisme pédagogique, le régime s'est tout autant filé de gros chèques que activé la violence sécuritaire. Lors de sa dernière visite en France, le Premier ministre algérien a poussé le bouchon jusqu'à déclarer en pleine conférence de presse que l'Algérie avait stabilisé la région. Rien que ça. On dit que cette hallucinante sortie lui a valu un savant français. C'est dire qu'en plus des problèmes qui lui sont propres et des immenses défis qu'elle devra relever, la Tunisie devra aussi compter sur des facteurs exogènes puissants qui pèsent sur son avenir. Aujourd'hui, Orient XXL, nouveau gouvernement, vieille crise financière en Tunisie, sous les fourches codines de la finance internationale, par Jean-Pierre Sereni. Reporter France 24, aux sources du djihad en Tunisie, par Marine Casalis et Hamid Lili. Webdo, Tunisie, l'armée se déploie sur la frontière libyenne, par Nawel Bizid. avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Imad Daimi, secrétaire général du Congrès pour la République et député de l'Assemblée des représentants du peuple, le Parlement tunisien. Si Daimi Ahlembek, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, pour commencer, pour rentrer directement dans le vif du sujet, vous êtes un membre fondateur du Congrès de la République, votre parti. Vous avez été directeur de cabinet du président Mansour Marzouki. Oui. Vous avez été au cœur de sa campagne électorale, aux dernières présidentielles. Marzouki a été vaincu d'une courte tête. C'était un cheveu. Comment expliquez-vous sa défaite alors qu'il jouissait d'une très grande popularité? Est-ce qu'il est question, comme on l'entend dire, de fraude électorale, d'argent extérieur contre Marzouki? Pouvez-vous nous expliquer? Oui, en fait, il y a du tout. De toute façon, Dr Marzouki, malgré la défaite électorale, a réussi à avoir la confiance de presque la moitié des Tunisiens et presque le 2/3 de la géographie tunisienne, puisque une grande partie des wilayas de Tunisie ont voté pour lui. Et donc, du coup, la défaite est vraiment été de très, en fait, une petite défaite. Oui. Il y a beaucoup de facteurs qui ont contribué à ça. Il y a tout d'abord, il y a eu une campagne injuste contre Dr Marzouki pendant les 3 dernières années.
Et en fait, cette campagne-là a été une campagne d'une immense en fait, de mensonges, de toutes sortes de mensonges. Cette campagne-là a été commanditée par les ennemis politiques, en fait, les adversaires politiques de Dr Marzouki, mais également par des lobbies intérieurs et des lobbies extérieurs de la Tunisie. Il y a eu également une fraude par l'achat des consciences des Tunisiens, par l'achat des voix. Ça a été prouvé dans beaucoup de régions de la Tunisie, mais également il y a eu un trucage de certaines listes électorales et tout cela. Dr Marzouki a pris une décision de ne pas contester le résultat de ce scrutin en fait, il ne voulait pas que la situation dégénère, surtout qu'il y a eu un début de mouvement de contestation contre les résultats dans certaines villes du sud tunisien. C'était un mouvement spontané et Dr Marzouki est intervenu pour arrêter ce mouvement-là, pour conseiller les gens de ne pas manifester, parce que pour lui, s'il y a eu vraiment contestation de résultats, il y aurait certainement des mouvements incontrôlables. Mais il a dit avant les résultats, d'ailleurs, il a dit « je reconnaîtrai le verdict quel qu'il soit ». Et son adversaire n'a pas voulu dire la même chose. Mais est-ce qu'en disant ça, il n'a pas encouragé la fraude contre lui ? D'une certaine manière. Peut-être en fait, pour beaucoup de Tunisiens, je ne dirais pas que c'est à 100% confirmé, mais pour beaucoup de Tunisiens, il y a eu une décision ou une volonté internationale et peut-être régionale d'évincer Dr Marzouki, de changer ce régime-là et d'amener des gens qui vont plutôt dans le sens des intérêts de ces forces-là. De toute façon, il y a eu, on est en phase d'apprentissage de démocratie. Certainement, les élections n'étaient pas des élections réussies à 100%. On ne peut pas dire qu'il y a eu une transparence à 100%. Il reste toujours des doutes qui planaient sur ces élections-là. Mais de toute façon, on avance. On ne peut pas rester attaché à ces doutes-là. Et on a pris la décision de travailler pour l'avenir et de laisser les doutes derrière nous. Mais beaucoup de Tunisiens pensent qu'il y a comme un retour vers l'ancien régime et ils accusent Nahda d'avoir joué un rôle négatif en n'assumant pas un soutien franc et massif en faveur de Marzouki. Bon, la décision de Nahda était de ne pas apporter un soutien à Dr Marzouki. Qui était son allié pourtant. Oui, tout à fait. On était alliés pendant plus de 3 ans, puisqu'on était alliés même dans la phase de la lutte contre la dictature. Donc après, on a créé ensemble ce gouvernement d'union nationale de Troïka, en fait, qui était le principal facteur de réussite de la phase de transition, de la première phase de transition. Malgré, on a sacrifié l'unité de notre parti, on a sacrifié en fait nos intérêts pour réussir cette coalition avec Nahda pour gérer la phase de transition. Malgré tout cela, Nahda n'a pas voulu soutenir Monsef Marzouki. Ils avaient avancé beaucoup de raisons pour cette position, de non-position en fait. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Nahda a soutenu, que la direction de Nahda a soutenu M. Beji Qaïd Essebsi et que les militants de Nahda ont soutenu Monsef Marzouki. De toute façon, on considère que la position de Nahda était un des facteurs qui ont permis à Beji Qaïd Essebsi de réussir. Dans ces élections. Et là, je vais vous poser une question un peu délicate parce que je connais la position des Tunisiens à l'endroit de leurs compatriotes, si je peux dire, ou de leurs voisins algériens, considèrent que c'est le grand frère, que le grand frère a une autorité un peu morale, etc. Est-ce que vous ne pensez pas... Ce qui est vrai, en fait. Ce qui est vrai, mais enfin, c'est relatif aussi. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Algérie a pesé de tout son poids sur Nahda pour qu'elle ne soutienne pas Marzouki? Très franchement. Très franchement, j'ai pas d'informations qui peuvent confirmer cela. Et je pense pas que l'intérêt de l'Algérie
que c'était de l'intérêt de l'Algérie de voir un autre président autre que Monsef Marzouki, puisqu'il était attaché à des relations équilibrées, à des relations d'entraide et de partenariat avec l'Algérie. Je ne pensais pas que vraiment Monsef Marzouki a fait quoi que ce soit pour que l'Algérie décide de l'évincer de son poste. Mais de toute façon, je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là. Donc Vous êtes très diplomate, mais enfin, tout le monde sait que Monsef Marzouki gêne énormément le régime algérien, qui considère que c'est un exemple un peu dangereux. Il préfère un retour vers l'ancien régime, mais un Monsef Marzouki qui représente une vraie ouverture vers l'avenir est très dérangeant pour le régime algérien. Tout le monde le sait, en fait. Je pense personnellement, et beaucoup de gens qui pensent que le retour de l'ancien régime, c'est ça qui est vraiment la vraie menace pour l'Algérie et pour les pays en fait voisins, puisque le retour de l'ancien régime, ça veut dire le retour de la puissance étrangère et de l'influence de certains cercles occidentaux qui n'aiment pas l'Algérie, qui ont peut-être des objectifs et qui ont peut-être des stratégies contre la stabilité en Algérie. Et donc l'ancien régime, c'est l'ancien régime qui représente la menace, une vraie menace pour les peuples, pas pour les régimes. Pour le peuple, et je pense également, si on réfléchit un peu, qui peut également être considéré comme une menace pour le gouvernement algérien, puisque, comme je vous ai dit, l'ancien régime, il cherche en fait, l'ancien régime est télécommandé. Oui. C'était comme ça Ben Ali avant, c'était le gendarme en fait d'un certain Occident enfin dans toute la région. Oui. Je pense qu'un État souverain en Tunisie, qu'un État qui met en avant les relations avec les voisins, avec les peuples voisins, je pense qu'il représente un moindre danger pour les régimes voisins. Je ne pense pas que Monsef Marzouki représentait une menace pour l'Algérie. Pas pour l'Algérie, peut-être pour le régime. Mais venons-en au gouvernement qui vient de naître très difficilement. Très très difficilement. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement assez hétéroclite qui a tenu compte d'équilibres politiciens. Et que face à la grande crise qu'il va rencontrer, dans laquelle il se trouve déjà, une crise financière sans précédent et qui risque de s'aggraver puisque la Tunisie va devoir recourir au FMI, à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, etc. Alors, en face, est-ce qu'il y a une vraie opposition ? Écoutez, tout d'abord, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement très instable, très faible. C'est un gouvernement, moi je l'ai qualifié lors de la séance de vote en fait, de confiance pour ce gouvernement, je l'ai qualifié comme étant un gouvernement d'élus et pas d'électeurs en fait. C'est un gouvernement d'élus puisqu'il y a eu une décision des bureaux politiques des partis formant ce gouvernement-là de donner la confiance au gouvernement. Mais les électeurs de tous les partis, des deux principaux partis participant à ce gouvernement-là, Ennahda et Nida Tounes, les électeurs de ces deux partis-là n'ont pas donné confiance à ce gouvernement. Donc ce gouvernement n'a pas d'assises populaires, il n'a pas d'assises électorales. Et donc il est très faible, il ne pourra pas engager des réformes majeures qui nécessitent vraiment une assise populaire, qui nécessite un soutien de la population. Ce gouvernement-là, à mon avis, il aura beaucoup de difficultés d'avoir une politique commune, une stratégie commune, un programme commun. Ils n'ont pas en fait un programme commun. D'ailleurs, une anecdote en fait, puisque M. Habib Sid, l'actuel Premier ministre, a présenté un premier gouvernement qui n'a pas eu la confiance, qui a été retiré avant que la confiance ait voté. Il a présenté avec la première version de son gouvernement un programme.
il a représenté le même programme avec le vote de confiance de sa nouvelle version de gouvernement, alors que deux partis se sont rejoints à ce gouvernement-là, entre autres Ennahda. Donc Ennahda n'a pas changé un mot dans le programme de ce gouvernement-là. Ça veut dire que ce gouvernement, c'est pas un gouvernement de programme, c'est un gouvernement plutôt d'une nouvelle phase de transition. Et donc il sera Transition incapable. vers quoi? Parce que la situation dans laquelle se trouve la Tunisie, où maintenant même le problème des salaires des fonctionnaires, des traitements de ces fonctionnaires, se pose avec acuité. Ils ne savent même pas comment ils vont devoir faire face au paiement des traitements des fonctionnaires. Puis sinon, est-ce que vous ne pensez pas que ce nouveau gouvernement aurait dû tenir compte des véritables équilibres qui se trouvent en fait dans la parité des élections présidentielles? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage d'inviter votre formation et les gens de votre mouvance à participer à un gouvernement d'union nationale, qui ne soit pas seulement le reflet de la représentation parlementaire? En fait, pour être honnête, ils nous ont invités à rejoindre le gouvernement et on a refusé cette invitation-là, puisque c'est pas sur la base d'un programme commun, mais sur la base juste d'un partage de chaises en fait dans ce gouvernement-là. Vous avez touché vraiment un point très important, puisque le gouvernement et la scène politique actuelle, en fait, il y a eu un changement immense en fait entre la scène qui a été produite après les élections électorales et plus tard en fait les élections présidentielles ont amendé cette scène-là et ont changé cette scène-là. En fait, l'Assemblée nationale actuelle, l'Assemblée des députés du peuple en fait actuelle est produite par les élections législatives. Et après, les élections présidentielles ont changé la scène politique. Absolument. Et maintenant, on a deux grandes forces. Absolument. Il y a une force autour de Béji Qaïd Essebsi. Il y a une autre force autour de Monsef Marzouki et des principes et des valeurs défendus par Monsef Marzouki. Et donc, du coup, il y a une très grande partie des Tunisiens qui se sentent actuellement pas représentés dans les institutions de l'État. Donc, la vraie opposition à ce gouvernement-là ne se trouve pas dans l'Assemblée des représentants du peuple, mais plutôt dans la rue, dans le potentiel démocratique de l'après-présidentiel. Tout à fait. Et c'est pourquoi je parlais de gouvernement d'union nationale, plutôt que de gouvernement de politiciens qui tient compte des équilibres formels, j'allais dire. Tout à fait. C'est la vraie cause de la faiblesse de ce gouvernement-là et de son incapacité vraiment de répondre aux challenges qui sont très, très grands, surtout dans cette phase d'instabilité dans toute la région et dans une phase où on se prépare tous à une guerre atlantique en Libye. Mais justement, à propos de l'instabilité dans la région, la Tunisie subit le contre-coup en premier chef et en première ligne de ce qui se passe en Libye. Aucun pays dans la région ne subit les contre-coups de la crise libyenne comme la Tunisie. Tout à fait. D'ailleurs, les deux pays sont tellement liés par le voisinage, par les immigrés, j'allais dire les Tunisiens qui émigrent vers la Libye pour travailler, les Libyens qui viennent en Tunisie en villégiature ou en réfugiés. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de Libyens réfugiés en Tunisie. Et il y a ce problème qui se pose en ce moment en Libye de violence, pour ne pas dire de terrorisme. Comment envisagez-vous la situation et l'avenir? Vous savez, il y a 25% du peuple libyen installé en Tunisie actuellement. Il y a plus d'1,5 million de Libyens installés en Tunisie. Ça montre en fait le degré de Vous m'avez dit 25%? Tout à fait, c'est 1,5 million de Libyens minimum. Moi je parlais de dizaines de milliers, en fait c'est des centaines de milliers quoi. Des centaines de milliers, il y a plus d'1,5 million de Libyens installés en Tunisie. C'est énorme. Il y a dans plus de 900 000 Libyens installés durablement en Tunisie, qui enseignent leurs enfants dans les écoles tunisiennes et tout cela. Donc c'est énorme et on subit vraiment ce qui se passe en Libye profondément en Tunisie. La sécurité en Tunisie est liée d'une très grande façon à la sécurité en Libye. Et donc du coup, c'est pour ça, moi personnellement, j'ai appelé récemment
à une position du gouvernement tunisien, une position en fait de tenir le bâton par le milieu en fait, et de ne pas s'engager auprès d'une partie dans ce conflit libyen, et plutôt d'essayer de jouer un rôle d'encouragement de ce dialogue libyen qui a commencé à Genève, qui s'est installé maintenant en Libye. Et donc, du coup, on a intérêt vraiment à essayer à ce que ce dialogue réussisse, puisque c'est la seule vraiment issue pour empêcher une invasion de la Libye, une guerre étrangère sur la Libye, une qui se répercutera forcément sur la Tunisie. Ce qui se répercutera sur la Tunisie. On a déjà vécu en fait les effets et les conséquences de la révolution libyenne, avec des dizaines de milliers de réfugiés en très peu de temps. Donc ça nous a fallu beaucoup d'efforts pour essayer de contenir tout ce flux-là. Maintenant, c'est beaucoup plus grave. Et donc, du coup, on a intérêt à coordonner nos actions et nos positions avec l'Algérie également. Et j'insiste à ce que la solution soit trouvée dans ce cadre maghrébin, loin d'une invasion égyptienne. Je suis contre, et on est beaucoup de forces politiques tunisiennes contre, contre les frappes aériennes et tout cela en Libye, puisque ça peut dégénérer, ça ne peut pas ramener la stabilité en Libye. Plutôt, au contraire, ça peut créer un terrorisme qui plus fort et plus vorace, qui peut s'internationaliser dans la région. Qui peut s'infiltrer également en Tunisie. On a intérêt vraiment à garder de façon plus importante nos frontières, et on a intérêt également à essayer en fait à s'éloigner de cet axe international et régional qui se forme pour attaquer la Libye. On sait très bien que dans la ligne de mire, il n'y a pas que les groupes terroristes, mais il y a également les richesses libyennes. Et donc, on a intérêt à ce que à ce que le dialogue national en Libye réussisse, et à ce que la guerre s'éloigne de la Libye. Revenons à présent à ce gouvernement qui vient d'être nommé. Alors, tout le monde sait qu'il va devoir trancher dans le vif, qu'il y a des mesures très impopulaires qui devront être prises. Or, dans ce genre de situation, le gouvernement qui se charge de ce genre de mission très délicate, très difficile, très périlleuse, doit être au moins populaire, ce qui semble ne pas être le cas. Tout à fait. Comment vous envisagez la suite des événements? Parce que ce gouvernement n'aura pas le choix que de trancher dans le vif. Donc, est-ce qu'il va y avoir, d'après vous, une levée des boucliers? Est-ce que la Tunisie, qui est restée jusque-là, qui a réussi à échapper aux turbulences régionales et aux manipulations des uns et des autres, va tomber dans le piège de la violence qui sera induit par les mesures d'austérité et les mesures économiques qui vont être prises très prochainement? C'est parce qu'on souhaite réellement, en fait, malgré qu'on est dans l'opposition, on souhaite réellement que ce gouvernement-là réussisse au moins dans une première phase, à calmer les esprits, à réduire cette grogne sociale qui est en train de s'agrandir, surtout dans le sud tunisien, dans les régions frontalières. Et du coup, à mon avis, ce gouvernement-là, il a besoin de lancer un débat national, un dialogue national, pour que toutes les parties, la société civile et les partis politiques participent à trouver des solutions rapides. Il y a des mesures d'urgence qui doivent être prises le plus tôt possible. Parmi ces mesures d'urgence-là, en fait, les mesures concernant la levée d'une taxe qui a suscité un mouvement social dans le sud tunisien, une taxe imposée sur les visiteurs libyens, et donc les Libyens, ils ont fait pareil en fait, et donc du coup, contrebande, etc. Échange commercial informel. Voilà, tout à fait. Et
ça nécessite en fait déjà que notre gouvernement prenne au sérieux cette menace-là et prenne au sérieux également les exigences et les demandes des citoyens de ces régions-là et ne pas politiser et ne pas dire que ces mouvements-là sont politisés et sont attachés au terrorisme. Donc du coup, on a besoin vraiment d'une prise de conscience et de lancer un dialogue national et de lancer des mesures d'urgence et ensuite, tout de suite après, de lancer une politique qui vise le développement dans les régions défavorisées, puisqu'on a un principe dans notre constitution, un principe, le principe en fait de la favorisation des régions les plus défavorisées, comme l'Ouest tunisien par exemple, tout à fait, qui est comme très loin, l'Ouest, comme le Sud tunisien le également. Sud tunisien également. Donc c'est le principe de discrimination positive en fait, positive. Et donc du coup le gouvernement doit prendre des mesures populaires dans ce sens-là, populaires et pas populistes, dans ce sens-là, pour essayer de baisser cette grogne-là et ensuite lancer le grand chantier en concertation avec toutes les forces vives de la population. Mais j'ai une conviction très forte que ce gouvernement-là, vu la composition de ce gouvernement, vu les différences et les divergences entre les partis formant ce gouvernement-là, est assez faible pour pouvoir lancer faire face à ce genre de chantier. Et donc, du coup, à mon avis, on sera amené peut-être dans quelques mois à aller vers un autre gouvernement, je ne sais pas, mais ce qu'on cherche vraiment, c'est la stabilisation du pays et le lancement de ce chantier de développement tunisien qui intègre tous les facteurs en fait. Récemment, lors de sa dernière visite en France, le Premier ministre algérien, M. Sellel, a déclaré à la presse devant un parterre de journalistes: nous avons réussi à stabiliser la Tunisie. À stabiliser la région, a-t-il dit. Comment avez-vous ressenti cette ingérence? Parce que la Tunisie, comme la Libye, sont des États souverains. L'Algérie est censée être un pays frère, pas un pays qui s'ingère pour stabiliser ou déstabiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, de toute façon, on considère que l'unité du peuple maghrébin, en fait, de façon générale, c'est un facteur très important et on doit tous travailler pour mettre en place cette union des pays maghrébins. Et le CPR et le Dr Marzouki, il a défendu en fait cette unité de devenir des peuples de la région. L'Algérie reste un facteur majeur, en fait, reste un joueur majeur dans cette région-là, ça c'est clair. On a toujours cherché des relations de partenariat, de relations très fraternelles avec l'Algérie. On a besoin de l'Algérie comme le grand frère à côté de nous pour la stabilité de la Tunisie, mais en même temps, je considère que ce qui a stabilisé la Tunisie, c'est la conscience des Tunisiens. Ce qui a stabilisé la Tunisie, c'est plutôt la Troïka qui a gouverné malgré tous les défauts, malgré tous les faux pas qu'on a fait, on a réussi quand même à stabiliser, vraie stabilité, à maintenir la stabilité, à éloigner l'ingérence directe en fait dans les affaires tunisiennes, à éloigner les scénarios du coup d'État qui, comme c'est passé en Égypte en fait, en Algérie aussi. Et donc du coup, la Tunisie, en fait, ce qui a sauvé la Tunisie, c'est plutôt la conscience des Tunisiens. On a toujours dit que un rôle en fait d'aide à une Tunisie en phase de transition de la part de nos voisins algériens est toujours le bienvenu, dans le respect de notre décision nationale, dans le respect de notre souveraineté nationale, et donc du coup ça reste toujours comme ça. Oui. Ahmed Daimi, merci beaucoup, merci de nous avoir éclairé. Cette émission arrive donc à son terme. Salam alaikum, khawal akhir. Slama.